À 2h07 du matin, tout dans ma vie s'est divisé en deux. Je me souviens d'être resté pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine de notre petite maison à Orléans, France, agrippé au comptoir parce qu'une vague de douleur soudaine m'a frappé si fort que je ne pouvais plus respirer. Puis une autre, puis une sensation de chaleur que je connaissais déjà avant même que mon esprit ne comprenne. Ma poche des os avait rompu. « Marc » ai-je hurlé, ma voix se brisant tandis que je me tournais vers la chambre. « Marc, réveille-toi. Ça arrive. Le bébé arrive. » Pendant une seconde, il y eut un silence. Puis j'ai entendu le matelas bouger. Il s'est retourné, sans même ouvrir les deux yeux. « Appelle un taxi » a-t-il marmonné dans son oreiller, comme si je le dérangeais un mardi matin ordinaire. J'ai cette présentation. J'ai besoin de dormir. Je suis resté là, comme si le sol s'était dérobé sous moi, mais on s'attendait toujours à ce que je tienne debout. « Marc » ai-je répété, plus doucement cette fois, comme si, en adoucissant ma voix, il m'entendrait. « Je crois que je suis en travail. » Il a soupiré fort et irrité, comme si je lui avais demandé de réparer un robinet qui fuyait à minuit. Les hôpitaux de Clermont sont à 20 minutes. Tu iras bien. Appelle juste un taxi. Et puis il m'a tourné le dos. C'était tout. Pas de questions, pas de panique, pas de « ça va ?» Rien. Je suis resté là, à le fixer dans le noir, mes mains tremblant, une autre contraction se resserrant dans mon corps comme un poing. Je me souviens avoir pensé, ce n'est pas possible. Les gens ne font pas ça. Mais il l'a fait. J'ai attrapé mon sac d'hôpital. Dieu merci, je l'avais préparé des semaines plus tôt, espérant que ce moment serait différent, et je suis parvenu à monter dans la voiture. Je ne me souviens même pas d'avoir fermé la porte à clé. Je me souviens juste de l'air nocturne sur mon visage et de réaliser que j'étais seule. Conduire seule à l'hôpital en plein travail est quelque chose que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Chaque feu rouge semblait trop long. Chaque bosse sur la route me faisait halter. Je gardais une main sur le volant et une main sur mon ventre, parlant à mon bébé comme si elle pouvait m'entendre. Ça va, je continuais de chuchoter. On y est presque. Tiens bon. Les urgences de l'hôpital Saint-Pierre semblaient trop lumineuses quand je me suis garée. Trop normal. Comme si je n'étais pas en train de m'effondrer de l'intérieur. Une infirmière m'a vue avant même que je n'entre. Je devais avoir l'air aussi mal que je me sentais. « Ma belle, tes contractions sont espacées de combien ?» a-t-elle demandé immédiatement. Je suis venue seule, ai-je dit. Et je crois que c'est là que son visage a changé. Tout s'est passé vite après cela. Trop vite. Fauteuil roulant, question. Brassard de tension artérielle. Des voix qui se chevauchaient, quelqu'un disant « admission d'urgence », quelqu'un d'autre demandant où était mon mari. Je n'avais pas de réponse. Au moment où ils m'ont installé dans une chambre, je tremblais si fort que je pouvais à peine parler. La douleur n'était plus seulement physique. Elle était chargée de peur. Quelque chose n'allait pas. Les moniteurs continuaient de biper d'une manière qui faisait que les infirmières échangeaient des regards rapides qu'elles pensaient que je ne remarquais pas. L'une d'elles a finalement dit « Nous allons vous surveiller attentivement. Il y a des complications que nous voulons écarter. » C'est tout ce qu'elle a dit. Mais j'ai vu le mot « complication » flotter dans l'air comme de la fumée. Les heures passaient ainsi. Lumière, douleur, voix, puis médecin, puis plus de machines. À un moment donné, j'ai demandé mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le déverrouiller. J'ai appelé Marc. Ça a sonné directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message que je reconnais à peine maintenant. Je suis là, ai-je dit. Je suis à Saint-Pierre. S'il te plaît, viens juste. C'est tout ce que j'ai pu gérer avant qu'une autre contraction ne me vide de toute énergie. Quelque temps avant l'aube, les choses se sont précipitées. Je me souviens d'un médecin qui a dit quelque chose à propos de détresse fœtale et soudain la pièce s'est remplie d'urgence. Plus de gens sont entrés. Quelqu'un m'a pressé l'épaule et m'a dit qu'ils allaient s'occuper de moi. Je me souviens avoir dit « Est-ce que mon bébé va bien ?» Personne n'a répondu tout de suite.
Ce silence est quelque chose que je porte encore en moi. Ils ne m'ont pas laissé réfléchir après ça. Tout est devenu mouvement. Lumière vive, décision rapide, mots que je ne pouvais pas traiter assez vite. J'étais terrifiée, mais il n'y avait plus d'espace pour crier. Quand je me suis enfin réveillée plus pleinement, c'était des heures plus tard. Une pâle lumière matinale filtrait à travers les stores. Mon corps semblait avoir été remplacé par quelque chose de plus lourd, d'inconnu. Une infirmière m'a dit que j'avais subi une procédure d'urgence, que nous nous en étions toutes les deux sorties. Nous deux, ai-je répété comme si j'avais besoin de l'entendre 2 fois pour le croire. Elle a hoché la tête doucement. Vous avez une petite fille forte. Une fille. J'aurais dû ressentir de la joie. Je l'ai ressentie, quelque part sous tout le reste, mais elle était enfouie sous quelque chose de plus lourd que je ne pouvais pas encore nommer. Marc est arrivé vers midi. Pas de précipitation, pas de panique sur son visage, juste de la fatigue. Il est entré en tenant un café, comme s'il s'était arrêté entre 2 courses. Et, a-t-il dit nonchalamment. Désolé, mon téléphone était déchargé. C'était tout. Je l'ai regardé longuement, attendant quelque chose, des excuses, une explication, même de la culpabilité. Rien n'est venu. Il a regardé par-dessus moi vers le berceau. Alors, elle va bien? C'est ce qu'il a demandé après tout. J'ai hoché la tête lentement. Elle est vivante. Il a souri comme si c'était suffisant. Comme si c'était la seule exigence qu'il avait à remplir. Et à ce moment-là, quelque chose en moi est devenu très immobile. Pas dramatique, pas bruyant, juste silencieux. Comme une porte qui se ferme quelque part au plus profond que je ne pourrais pas rouvrir même si j'essayais. Je l'ai regardé s'asseoir, vérifier ses emails et siroter son café pendant que j'étais allongée là, me remettant d'une nuit qui avait failli me briser. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas encore admettre. Je ne me sentais plus en sécurité avec mon mari. Ni chez moi, ni dans ma vie, ni même dans le moment le plus petit et le plus important de tous. Et cette réalisation n'a pas disparu lorsque j'ai quitté l'hôpital. Elle m'a suivi chez moi. Rentrer de l'hôpital aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, c'était comme revenir dans une vie qui ne m'appartenait plus entièrement. Notre maison à Orléans avait l'air la même. Même lumière de Porsche qui bourdonnait faiblement la nuit. Même paillasson avec un « bienvenue chez nous » fané que nous avions acheté chez Carrefour il y a des années. Mais j'avais l'impression d'entrer dans la routine de quelqu'un d'autre. Marc a porté le siège auto à l'intérieur comme si c'était une obligation qu'il essayait de terminer rapidement. Il a à peine regardé notre fille. « C'est quoi son nom déjà ?» a-t-il demandé à mi-chemin en posant le porte-bébé sur le canapé. J'ai fait une pause. « Clara, ai-je dit lentement. Nous étions d'accord sur Clara, n'est-ce pas? Il a déjà hoché la tête, en faisant défiler son téléphone. Mignon. C'était tout. Pas d'émerveillement, pas d'émotion, juste une reconnaissance passagère, comme si je lui disais le nom de l'animal de compagnie d'un collègue. Les premiers jours ont été une question de survie. Clara pleurait toutes les 2 heures, comme une horloge. Je dormais à peine. Mon corps me faisait mal à des endroits que je ne savais même pas pouvoir faire mal. Marc se plaignait constamment. Elle est bruyante la nuit. J'ai du travail demain matin, Laura. Peux-tu gérer ça? J'ai besoin de repos. C'était toujours quelque chose que je devais gérer. Un après-midi, peut-être une semaine après notre retour, je berçais Clara dans le salon quand Marc a laissé son iPad sur le comptoir de la cuisine. Il s'est allumé avec un message. Je n'essayais pas de fouiner. Vraiment pas, mais j'ai vu un nom que je ne reconnaissais pas apparaître à plusieurs reprises au cours des derniers jours. J'ai hâte de te revoir ce soir. Quelque chose dans mon estomac s'est serré. Je l'ai ouvert. Au début, ça n'avait pas de sens. Puis ça en a eu, lentement, comme si mon cerveau refusait de traduire ce que mes yeux voyaient déjà. Son nom était Delphine, une collègue, quelqu'un de son bureau de vente à Rennes. Il y avait des photos, des reçus d'hôtel, des messages remontant à près de 2 ans. 2 ans. Pendant que je suivais des traitements de fertilité,
pendant que je pleurais dans des cliniques, pendant que je m'injectais des médicaments pour essayer d'avoir un bébé, il construisait une seconde vie. Je me suis assise sur le sol de la cuisine sans m'en rendre compte. Clara était toujours dans mes bras. Je me souviens d'avoir fixé son petit visage et de penser, tu es arrivé dans une maison qui était déjà brisée. Cette nuit-là, je ne l'ai pas confrontée. Je ne pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai appelé une avocate. Son nom était Jeanne Dubois, un petit bureau du centre-ville d'Orléans, au-dessus d'une clinique dentaire. Elle avait cette voix calme qui ne me pressait pas, même quand je ne parvenais pas à prononcer les mots correctement. Je crois que mon mari me trompe, ai-je dit. Il y a eu une pause. D'accord, racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. Et pendant que je parlais, quelque chose d'étrange s'est produit. Ça ne ressemblait plus à raconter une histoire. Ça ressemblait à poser les fondations de quelque chose que je n'avais pas encore construit. Jeanne a posé des questions sur les finances, la propriété, les comptes joints. C'est là que les choses ont empiré. Marc avait contracté un prêt sur valeur domiciliaire 6 mois plus tôt. Je ne l'ai jamais su. Ma signature était sur des documents que je n'avais jamais vus. Il y avait des cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Des retards de paiement, des retraits cachés. Votre mari est gravement endetté, a dit Jeanne doucement. Et une partie de cela est liée à des dépenses discrétionnaires, des voyages, des cadeaux. Des cadeaux pour elle. J'ai eu mal au cœur. Je me souviens avoir demandé, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Jeanne n'a pas mâché ses mots. Cela signifie que vous devez vous préparer, discrètement, attentivement. Ce mot m'est resté en tête, préparer. J'ai commencé à remarquer des choses après cela. De petites choses au début. Marc rentrant plus tard, changeant de mot de passe, posant son téléphone face contre table quand j'entrais dans la pièce. Puis, une nuit, je l'ai entendu au téléphone dans le garage. Je vais trouver une solution, a-t-il dit sèchement. Laura ne se doute de rien. Je me suis figée derrière la porte. Puis j'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur. Delphine, elle ne va pas le savoir avant qu'on déménage, n'est-ce pas? Déménager. Ce mot a frappé plus fort que tout le reste. Il planifiait une vie sans moi, sans Clara. Et soudain, tout ce qui s'était passé, l'hôpital, l'épuisement, l'indifférence n'était pas seulement de la négligence, c'était une stratégie. C'était le tournant où quelque chose en moi a changé. Pas tout de suite en colère, pas même en désir de vengeance. En clarté, parce que j'ai enfin compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Je n'étais pas dans un mariage brisé. J'étais dans une sortie planifiée. Le lendemain matin, Marc a embrassé le front de Clara sans la regarder dans les yeux. J'ai un voyage de travail la semaine prochaine, a-t-il dit nonchalamment. Où, ai-je demandé. Bordeaux, a-t-il dit. Affaires corporatives. Mais je savais déjà que ce n'était pas la vérité parce que Jeanne m'avait imprimé quelque chose la nuit précédente. Des réservations d'hôtel, de billets, Marc et Delphine. Et soudain, le mot « mari » ne lui semblait plus s'appliquer. Pas même un peu. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander si c'était réparable et que j'ai commencé à me demander ce que j'allais faire. Après cette nuit, quelque chose dans notre maison est devenu silencieux d'une manière différente. Pas le silence d'un bébé qui dort, pas le silence d'une maison normale à minuit. C'était le genre de silence qui se produit lorsque deux personnes vivent côte à côte et n'appartiennent plus à la même histoire. Marc allait toujours au travail, rentrait toujours à la maison, agissait toujours comme si rien n'avait changé. Mais je savais mieux maintenant. J'ai commencé à bouger différemment, avec prudence. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je n'ai même plus posé de questions. J'ai juste regardé. Jeanne Dubois. Mon avocate du centre-ville est devenue ma bouée de sauvetage. Son bureau sentait le vieux papier et le café brûlé. Et elle avait toujours cette façon de se pencher en arrière dans sa chaise comme si elle avait vu toutes les versions de chagrin d'amour possibles. Vous ne devez pas montrer votre jeu, m'a-t-elle dit un après-midi. Pas avant d'avoir tout ce dont vous avez besoin.
Alors je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai collecté des relevés bancaires, des copies de documents de prêt, des captures d'écran de messages. Je les ai sauvegardés sur une clé USB que je gardais cachée à l'intérieur d'une boîte à couches dans le placard de la chambre de bébé. Ça semble presque drôle maintenant, mais à l'époque, c'était le seul endroit sûr de la maison, entouré de choses qui n'avaient plus rien à voir avec lui. Clara était la seule chose qui me maintenait ancrée. Elle avait 4 semaines et changeait déjà tous les jours. Certains matins, je m'asseyais dans le fauteuil à bascule, la regardant respirer, pensant à quel point il était étrange que quelque chose d'aussi petit puisse sembler si permanent par rapport à tout le reste de ma vie. Marc la touchait à peine. Un soir, je lui ai demandé de la prendre pour que je puisse prendre une douche. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé de désamorcer une bombe. « Elle va juste pleurer », a-t-il dit. « C'est ta fille », ai-je répondu calmement. Ce mot « fille » est resté en suspens, comme s'il ne lui appartenait pas. Il l'a finalement prise maladroitement, comme si elle était du verre fragile. Elle a pleuré immédiatement. Il me l'a rendue en moins de 2 minutes. « Je ne suis pas doué pour ça », a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était à quel point il acceptait facilement cette explication. Quelques jours plus tard, tout a changé. Je l'ai vu faire une petite valise. « C'est quoi ?» ai-je demandé depuis la cuisine. « Voyage », a-t-il dit sans me regarder. « Truc de travail, Bordeaux. » C'était encore là. Bordeaux. Le même mot qu'il avait utilisé auparavant. « Même entreprise ?» ai-je demandé nonchalamment. « Oui », a-t-il dit. « Conférence des ventes. » Mais je connaissais déjà la vérité parce que Jeanne m'avait envoyé par email des copies de ses réservations d'hôtel. Pas seulement pour lui, pour 2 personnes, Marc et Delphine. Il ne se trompait plus seulement. Ils prévoyaient de partir ensemble. Je suis restée là, le regardant fermer cette valise, sentant quelque chose en moi changer. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste se mettre en place. Comme une décision que je ne savais pas avoir déjà prise, devenant enfin visible. Cette nuit-là, après qu'il soit parti pour ce qu'il pensait être son voyage, j'ai reçu un appel de Jeanne. « C'est le moment », a-t-elle dit. Je me souviens m'être assise sur le canapé dans le noir, Clara endormie à l'étage, et avoir demandé « Vous êtes sûre ?» Il y a eu une pause. « On ne peut pas être plus sûr que ça », a-t-elle dit. Alors, j'ai déposé une plainte, pas bruyamment, pas publiquement, juste discrètement par le biais du système judiciaire du tribunal de grande instance de Loiret. Requête en garde d'urgence, gel des avoirs financiers, document joint comme une piste de papier qui racontait l'histoire mieux que je ne l'aurais jamais pu. Quand Marc est rentré 3 jours plus tard, il n'a pas rencontré une confrontation. Il a rencontré le silence. J'étais dans la cuisine en train de nourrir Clara quand j'ai entendu frapper. Pas une clé dans la porte. Pas lui entrant comme s'il était chez lui. Un coup. 2 coups secs. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Marc se tenait là avec sa valise toujours à la main, l'air fatigué mais confiant, comme s'il s'attendait à ce que les choses reprennent normalement. Puis je l'ai vu. Le téléphone dans sa main était déjà allumé avec des messages, probablement d'elle. Il n'a même pas dit bonjour. « Où est ma fille ?» a-t-il demandé. J'ai cligné des yeux et pendant une seconde, je n'ai honnêtement pas compris la question. « Votre quoi ?» ai-je dit. Il a froncé les sourcils. « Clara, où est-elle ?» J'ai reculé légèrement en tenant la porte mais sans le laisser entrer complètement. « Elle est à l'étage » ai-je dit lentement, « elle dort. » Il a exhalé comme si tout cela n'était qu'une question de gestion d'un désagrément. « Bien » a-t-il dit. « Écoute, j'ai besoin de la voir. Je veux parler d'eux. »« Non » ai-je interrompu. Cela l'a surpris. Ses yeux se sont rétrécis. « Non. » J'ai hoché la tête une fois. « Tu ne peux pas revenir ici et reprendre là où tu en étais » ai-je dit. Il a laissé échapper un petit rire. « Laura, ne sois pas dramatique. Je suis son père. » Ce mot encore. Père. Je l'ai regardé longuement. Vraiment regardé.
L'homme qui m'avait dit d'appeler un taxi pendant que j'étais en travail. L'homme qui ne pouvait pas tenir son propre enfant plus de 2 minutes. L'homme qui avait déjà choisi une autre vie pendant que je me remettais encore d'avoir mis sa fille au monde. Et je l'ai dit calmement, clairement, sans trembler dans ma voix cette fois. Quel bébé, ai-je demandé. Le silence qui a suivi n'était plus de la confusion. C'était de la réalisation. Et pour la première fois, j'ai vu que ça le frappait, quelque chose qu'il ne pouvait pas annuler juste en arrivant en retard et en demandant l'accès. Parce que certaines portes ne se ferment pas seulement. Certaines portes se verrouillent définitivement au moment où vous cessez d'être nécessaire à l'intérieur. Marc n'a pas bien supporté le silence. Certaines personnes ne le supportent pas. Dans la semaine qui a suivi cette nuit à la porte, il a commencé à réécrire l'histoire. Au début, c'était subtil. Un texto à sa sœur, un commentaire à un collègue. Puis ça a pris de l'ampleur, comme ces choses le font toujours quand quelqu'un essaie de contrôler le récit qu'il a perdu. Laura est instable en ce moment. Elle m'éloigne de ma fille. J'ai juste besoin de voir mon bébé, mais elle est émotionnelle. Ce mot encore, émotionnel, comme si cela expliquait tout. Comme si cela excusait tout. Je ne l'ai découvert que parce que Jeanne m'a appelé un matin, calme comme toujours. Son café probablement déjà froid sur son bureau. Il parle, a-t-elle dit. Je me suis assise à la table de la cuisine. Clara était dans sa chaise haute, étalant de la bouillie sur ses joues comme si c'était de la peinture au doigt. Quel genre de « parler » ai-je demandé. Le genre qui construit un dossier pour dire que vous êtes le problème, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de le plaindre. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai enfin compris qu'il ne s'arrêterait jamais à moins que la vérité ne l'arrête. Pendant un certain temps, je n'ai rien fait. J'ai continué à nourrir Clara. J'ai continué à travailler à temps partiel à distance pour une entreprise de facturation médicale à Rennes. J'ai gardé ma vie petite et stable, mais à l'intérieur, je me préparais. Jeanne m'a aidé à tout rassembler en quelque chose qu'un tribunal respecterait plus qu'une simple requête. Documents de fraude bancaire, les prêts cachés, les dettes de carte de crédit à mon nom que je n'avais jamais signées. Les dossiers d'hôpital de la nuit où j'avais conduit seul en travail, les messages, les réservations de voyage avec Delphine. Chaque pièce avait sa place. Pourtant, j'ai hésité parce qu'il y a une différence entre savoir que quelqu'un vous a trahi et le prouver à voix haute dans une pièce pleine de gens. Le moment est venu plus vite que je ne l'avais prévu. C'était le dîner d'anniversaire de la mère de Marc. Il m'avait toujours invité. Je pense qu'il pensait que je ne viendrais pas ou que je resterais silencieuse si je venais. La maison était à Tours, juste à côté d'Orléans, pleine de parents que je connaissais depuis des années. Des gens qui m'appelaient « ma chérie » et me demandaient comment allait le bébé. Marc est arrivé tôt. Bien sûr qu'il l'a fait. Il était déjà en train de jouer quand je suis entrée, riant trop fort, se tenant trop droit, jouant le rôle du père concerné et du mari lésé. Et je vais admettre quelque chose ici, j'ai failli faire demi-tour et partir. Clara était avec ma voisine à l'étage. Jeanne devait arriver plus tard. Mon estomac était noué pendant tout le trajet, mais je suis restée. Le dîner a commencé assez normalement. Poulet rôti, purée de pommes de terre, vin versé dans des verres en cristal qui semblaient trop fragiles pour ce qui allait arriver. Puis quelqu'un, sa tante je crois, a demandé « Alors, quand comptez-vous régler les choses ?» C'était ça. Marc ne m'a même pas regardé. Il s'est légèrement penché en avant, sa voix s'adoucissant en quelque chose destiné à paraître raisonnable. « Je veux juste avoir accès à ma fille, a-t-il dit. C'est tout ce que je demande. J'ai tout essayé. » Quelques personnes ont hoché la tête. J'ai senti cette vieille pression monter dans ma poitrine, cet instinct de préserver la paix, de n'embarrasser personne, d'être raisonnable. Puis Jeanne est entrée. Elle ne s'est pas pressée. Elle ne se pressait jamais. Elle a posé un épais dossier sur la table. « Je suis désolée d'être en retard », a-t-elle dit poliment. J'ai dû organiser des documents pour les dépôts au tribunal de Loiret. La pièce a changé immédiatement. La fourchette de Marc s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Excusez-moi », a-t-il dit.
Jeanne a ouvert le dossier et elle a commencé à parler comme si elle lisait des faits d'un bulletin météorologique. Dossier d'admission à l'hôpital Saint-Pierre à 2h07 du matin, travail d'urgence. La patiente a conduit elle-même tandis que le mari est resté à la maison. Quelques têtes se sont tournées vers Marc. Elle a continué. Dossier financier montrant un prêt sur valeur domiciliaire non divulgué. Dette de carte de crédit au nom de l'épouse sans son consentement. Marc a bougé sur sa chaise. Jeanne a-t-il commencé. Elle ne s'est pas arrêtée. Preuve d'une relation extra-conjugale avec Delphine Mercier confirmée par des réservations de voyage et des dépenses financières superposées pendant la période de récupération postpartum de l'épouse. Maintenant, la pièce n'était plus seulement silencieuse. Elle était figée. Quelqu'un à table a chuchoté. Oh mon Dieu! Marc a finalement craqué. C'est privé, a-t-il dit sèchement. Cela n'a rien à voir avec. Jeanne l'a regardé pour la première fois directement. Cela a tout à voir avec la garde et la fraude financière, a-t-elle dit calmement. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas planifié à l'avance. J'ai parlé. Je ne me souviens même pas de m'être levée complètement. Je me souviens juste de ma voix qui sortait plus stable que je ne me sentais. Je suis allée à l'hôpital toute seule quand j'étais en travail, ai-je dit. Personne ne m'a interrompu. Je t'ai appelé, ai-je continué en regardant Marc. Tu m'as dit de prendre un taxi parce que tu avais besoin de dormir. Son visage s'est tendu. J'ai failli mourir en donnant naissance à ta fille seule, ai-je dit. Et tu es apparu le lendemain avec du café et des emails. Maintenant, plus personne n'acquiesçait. Même sa mère ne le faisait pas. Puis Jeanne a glissé la dernière pièce sur la table. Note de sortie de l'hôpital, horodatage, la déclaration écrite de l'infirmière sur mon état à l'arrivée. Il n'y avait rien à contester avec du papier. Marc a quand même essayé. Tu déformes tout ça, a-t-il dit, sa voix montant maintenant. Elle est instable. Elle est. Sa mère l'a coupée. Arrête, a-t-elle dit doucement. Juste ce seul mot, arrête. Et tout dans la pièce s'est effondré autour de lui. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu du carrelage de la cuisine à 2h du matin. Je me suis souvenu du silence dans la chambre d'hôpital. Je me suis souvenu de conduire à travers la douleur pendant qu'il dormait. Et ce sentiment a disparu. L'un de ses oncles, essayant de briser la tension, a marmonné sous sa respiration. Je suppose que cette présentation commerciale n'était pas si importante après tout. Quelques personnes ont laissé échapper un petit rire gêné. Marc, non. Il est resté assis, fixant la table comme si elle l'avait trahi, lui aussi. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il n'avait plus rien à dire. Pas une seule version de l'histoire qui aurait pu le sauver. Après cette nuit chez sa mère, les choses n'ont pas explosé comme on s'y attend dans les histoires. Il n'y a pas eu de dispute finale, pas d'adieu dramatique, pas de grand effondrement émotionnel, juste des conséquences qui sont arrivées silencieusement et sont restées. Marc a déménagé dans une location à court terme près de la rue des Lilas à Orléans, l'un de ces petits appartements beiges qui se ressemblaient tous de l'extérieur. Je ne le sais que parce que j'ai dû y déposer des documents juridiques une fois par le bureau de Jeanne. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois au début. Je n'ai pas toujours répondu. Quand je l'ai fait, ce n'était plus de la colère de son côté. C'était quelque chose de pire, de la confusion, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment tout ce qu'il supposait rester flexible était soudainement devenu définitif. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, a-t-il dit lors d'un appel. Je me souviens d'être assise sur mon porche arrière, Clara endormie à l'intérieur, l'écoutant comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Tu pensais que j'allais juste continuer à absorber ça, ai-je demandé. Silence. C'était généralement sa réponse maintenant. L'arrangement de garde est passé par le tribunal de grande instance de Loiret quelques semaines plus tard, structuré, supervisé au début, puis lentement ajusté en fonction de la conformité. Jeanne a tout géré comme elle l'avait toujours fait, calme, précise, insensible aux émotions qu'elle avait vues 100 fois auparavant. Marc ne s'est pas battu comme il avait l'habitude de le faire. Peut-être parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait plus rien à manipuler.
Ou peut-être parce que Delphine était partie aussi à ce moment-là. Cette partie est ressortie plus tard, pas de lui. D'une collègue qui m'a appelé à l'improviste un après-midi. Elle l'a quitté, a simplement dit la femme. Une fois que tout a été révélé, elle ne voulait pas du désordre. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en l'entendant. Cela m'a surprise. Je pensais que je le ferais, mais ce que j'ai réellement ressenti, c'était juste de la distance. Comme regarder la tempête de quelqu'un d'autre passer enfin. La vie n'est pas soudainement devenue facile après cela. Les gens pensent que c'est ainsi que se terminent les histoires de vengeance. Tout est propre, tout est réglé. Ce n'était pas comme ça. Il y avait des nuits où je me réveillais encore en sursaut, même longtemps après que Clara ait commencé à dormir toute la nuit. Il y avait des moments où je rejouais le trajet à l'hôpital dans ma tête et ressentais la même oppression dans la poitrine. Et il y avait des jours où je me posais des questions. Ai-je attendu trop longtemps? Ai-je fait trop? Ai-je changé la vie de ma fille de façon permanente en choisissant la vérité plutôt que de faire semblant? Mais ensuite, je regardais Clara. Vraiment la regarder, grandir, rire, tendre les mains vers moi comme si j'étais encore tout son monde. Et je me souvenais de ce que le silence m'avait déjà coûté une fois. Marc la voyait les week-ends prévus maintenant. Supervisé au début dans un petit centre familial du centre-ville d'Orléans. Plus tard, il a obtenu un temps non supervisé limité après avoir suivi des conseils et des mesures de restitution financière ordonnées par le tribunal. Il se présentait à l'heure. C'était quelque chose. Pas une rédemption, juste la responsabilité enfin apprise à la dure. Un après-midi, après un échange de visites, il m'a accompagné à ma voiture sur le parking. C'était silencieux, juste le bruit des autres familles qui partaient, les portes qui se fermaient, la vie normale qui bougeait autour de nous comme si nous n'en faisions plus partie ensemble. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça, a-t-il dit à nouveau. Je me suis appuyée contre ma voiture un instant, tenant le sac à couche de Clara. Ça n'a pas fini comme ça, ai-je dit. Ça a commencé comme ça. Tu n'as juste pas fait attention. Il a baissé les yeux sur le trottoir. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de réel en lui. Pas d'excuse, pas de défense, juste une prise de conscience. J'aurais dû être là, a-t-il dit calmement. J'ai hoché la tête une fois. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. C'était la chose la plus proche d'une conclusion que j'ai jamais eue de sa part. Et étrangement, c'était suffisant. 1 an plus tard, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était dans cette cuisine à 2 heures du matin. J'ai acheté une petite maison de ville dans l'est d'Orléans. Rien d'extraordinaire. 2 chambres, un petit jardin clôturé pour Clara, un endroit qui me semblait enfin être le mien, pas quelque chose que je ne faisais que traverser. J'ai continué à travailler à distance. J'ai de nouveau construit des routines. Café du matin, garderie, dépôt, courses chez Leclerc, où la même caissière demandait toujours comment Clara grandissait. Des choses simples, des choses réelles. Un soir, je me suis assise sur le porche, regardant Clara courir après des bulles dans le jardin. Et j'ai pensé à quelque chose que Jeanne m'avait dit un jour. Vous n'essayez pas de le détruire, m'avait-elle dit au début. Vous refusez juste de disparaître dans ses choix. Cela m'est resté parce que c'est ce que c'était vraiment. Pas une vengeance au sens dramatique que les gens imaginent. Juste un refus. Refuser d'être la version de moi-même qui restait silencieuse dans un couloir d'hôpital pendant que quelqu'un décidait que je ne valais pas la peine qu'on se présente pour moi. Clara a couru vers moi, riant à bout de souffle, tenant la petite baguette en plastique, dégoulinante de savon. « Maman » a-t-elle crié. Et j'ai réalisé quelque chose de simple à ce moment-là. La vie que j'avais maintenant n'était pas construite sur ce qu'il avait perdu. Elle était construite sur ce que j'avais choisi de protéger. Si vous écoutez ceci et que vous vous êtes déjà retrouvé à vous effacer juste pour maintenir la paix ou à excuser des choses qui effacent lentement, ne parlez pas plus tard que je ne l'ai fait. Partez plus tôt que je ne l'ai fait, car parfois la vérité la plus difficile est aussi la plus simple. Les gens vous montrent qui ils sont au moment où vous en avez le plus besoin. Croyez-les la première fois et construisez votre vie à partir de là.